les conversations difficiles au travail. Rien que le mot, on sent la petite boule au ventre, pas vrai? La peur de mal dire, de déclencher une tempête. Et si en fait, il y avait une méthode pour transformer ces moments de pur stress en opportunités? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui en décortiquant les outils de l'expert en communication Jefferson Fisher. Allez, on se met tout de suite dans le bain. Imaginez la scène. Voici Alex. Il est là, devant la porte du bureau de son boss, le cœur qui tape la chamade. Un projet super important a complètement déraillé et il est persuadé, mais alors persuadé, que tout va lui retomber dessus. Il voit déjà la confrontation, les reproches. C'est une situation que, je pense, pas mal de monde a déjà vécue, de près ou de loin. Et voilà, on y est. C'est ça, la fameuse conversation redoutée. Ce moment où les enjeux sont énormes, où les émotions sont prêtes à exploser et où notre premier réflexe, c'est de vouloir s'enfuir. Sauf que la clé, et c'est ce que nous apprend Fisher, ce n'est pas d'éviter ce moment, mais de le réinventer, de changer complètement notre façon de l'aborder. Cette citation, elle est au cœur de tout. Vraiment. C'est un changement de perspective à 180 degrés. On n'est pas sur un ring de boxe avec un gagnant et un perdant. La personne en face n'est pas un ennemi, non. En fait, son agressivité, sa frustration, tout ça, ça cache un besoin hyper basique. Le besoin de se sentir écouté et surtout compris. Et ça, ça change absolument tout l'objectif de la conversation. On ne cherche plus à avoir le dernier mot, on ne cherche plus à prouver qu'on a raison. Le seul et unique but, ça devient de se comprendre mutuellement. C'est un virage mental qui est juste immense. Regardons bien cette différence. L'ancien objectif, gagner, ça nous pousse à couper la parole, à chercher la petite bête, à préparer notre contre-attaque. C'est une posture de combat, purement et simplement. Le nouvel objectif, comprendre, lui, nous invite à écouter pour de vrai, à chercher ce qui se cache derrière les mots. Et là, on passe de la confrontation à la collaboration. Bon, alors, par où on commence concrètement quand la pression monte en flèche? Avant même de dire quoi que ce soit, la toute première action n'est pas verbale, elle est physique et silencieuse. Cette phrase, elle est d'une simplicité désarmante. Avant de répliquer, avant même de réagir, le premier mot qu'on doit formuler, il est pour nous. C'est une respiration. C'est comme appuyer sur le bouton reset de notre système nerveux pour éviter la surchauffe. C'est d'une simplicité enfantine, mais c'est d'une efficacité redoutable. On inspire lentement par le nez, on bloque une petite seconde et on expire longuement par la bouche. Rien que ça envoie un signal direct au cerveau qui dit « Ok, fausse alerte, on peut se calmer ». Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est l'effet miroir. En calmant notre propre machine interne, on influence, sans même s'en rendre compte, celle de la personne en face. Notre calme devient contagieux, il aide à faire redescendre la pression dans toute la pièce. C'est une forme de leadership, mais en silence. Ok, une fois qu'on a repris le contrôle de son corps, on peut passer à l'outil verbal. Et c'est sans doute le plus puissant de tous. Comment on répond à quelqu'un qui est en colère ou frustré? Le truc, c'est de piger qu'on ne répond pas à l'émotion de surface, mais au besoin qui est caché juste en dessous. Derrière un « ce projet est une catastrophe », il y a peut-être un « j'ai peur qu'on se fasse taper sur les doigts » ou « je me sens abandonné face à ce problème ». C'est ça le vrai message, et c'est à ça qu'il faut répondre. Et pour faire ça, on utilise des phrases de validation. Mais attention, valider, ça ne veut pas dire être d'accord. On ne dit pas « vous avez raison d'être en colère », on dit « je comprends votre colère ». On reconnaît que, de son point de vue, l'émotion est légitime. C'est une porte qu'on ouvre instantanément. Il faut vraiment insister là-dessus. Beaucoup de gens ont peur que valider l'autre soit une sorte d'aveu de faiblesse, comme si on capitulait. Mais c'est tout l'inverse. C'est l'acte qui permet de commencer à réparer le lien qui a été abîmé par le conflit. C'est reprendre le contrôle en construisant un pont, pas en montant un mur. Voyons maintenant comment tous ces outils mis ensemble ne servent pas juste à éteindre un incendie, mais à bâtir une relation de travail beaucoup plus solide sur le long terme. Rappelez-vous d'Alex. Au lieu de se défendre bec et ongles, il a commencé par respirer. Puis il a dit un truc du genre « Je comprends votre inquiétude face à ce résultat. Pour moi aussi, c'est une grosse déception. » Son chef, complètement désarmé par cette approche, a pu enfin exprimer son vrai besoin. « J'ai juste besoin de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on ne refasse pas la même erreur. » Et hop, on est passé de la chasse aux coupables à la recherche de solutions. Cette approche, elle est vitale, surtout pour les managers. Plutôt que de redouter les discussions qui fâchent, il faut au contraire créer un espace sûr pour qu'elles aient lieu. L'objectif d'un beau leader, ce n'est pas de corriger ses équipes, mais de maintenir une connexion assez forte pour que tout le monde puisse traverser les tempêtes ensemble. Au final, tout se résume à cette idée très forte. Ce ne sont pas les gros clashs qui tuent les équipes. Non, c'est l'accumulation de toutes les petites fissures qu'on n'a jamais pris le temps de réparer. Chaque conversation difficile, c'est une chance de réparer et de renforcer la confiance. Chaque chance manquée, c'est une fissure de plus. Et on termine avec cette question qui s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais c'est dans la pratique que tout se joue.
En pensant à la prochaine discussion un peu tendue qui se profile à l'horizon, quel outil on va choisir d'utiliser? La respiration? La validation? Le changement d'objectif? C'est dans ces toutes petites décisions que se cachent les plus grandes transformations.